Bien, bonsoir à tous pour cette magnifique soirée qui va débuter avec le succès qu'elle rencontre grâce à votre présence à tous. Je vais passer la parole à Monsieur Blandina, qui est le créateur des jardins ethnobotaniques de la Gardie, qui fête leurs 25 ans, c'est ça? 25 ans. Bonsoir, créateur avec toute une équipe. Bonsoir à tout le monde. Mesdames, Messieurs, à l'occasion des 25 ans de l'association Arcaven, qui a créé et qui gère les jardins ethnobotaniques de la Gardie à Rousson, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Rabhi, notre voisin ardéchois, et nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et de parrainer les activités des 25, 26 et 27 septembre. De mémoire à partager, label du Conseil général. Nos remerciements s'adressent aussi, et plus particulièrement, à M. Goubet, directeur de l'École des Mines, à son équipe de communication, en particulier Mme Sanso, à leurs partenaires de la librairie Sorams, pour la programmation de cette conférence dans le cadre des culturels de l'EMA. Les jardins de la Gardie sont le fruit d'un engagement citoyen pour un territoire, une nature, un patrimoine. À l'origine du projet, des femmes et des hommes passionnés et conscients des enjeux en action sur leur territoire. Témoignage des relations entre l'homme et la nature dans les basses Cévennes, c'est un lieu de mémoire, d'histoire, de revalorisation, de conservation, de protection de la nature, d'éducation, de savoir autour de l'environnement naturel. Aujourd'hui, 9 centres d'intérêt invitent à la rencontre des plantes au rythme des saisons et à la découverte du patrimoine sur le site de la Gardie. La flore sauvage, les variétés anciennes cultivées, les savoirs naturalistes et populaires qui s'y rattachent sont les points fondateurs et fils conducteurs des jardins et invitent à une nouvelle éthique de vie. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo. Bravo pour ce que vous avez fait, vous et votre équipe. Alors, je voulais vous accueillir avec bonheur ce soir. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir que l'École des Mines d'Alès s'ouvre à sa ville et à son territoire et que vous pouvez bénéficier de nos installations qui sont aussi un peu les vôtres. Je suis très fier de vous accueillir ce soir, Monsieur Rabhi, dans le cadre de notre partenariat avec la librairie Sorams, qui va de succès en succès. Merci à vous. Alors, nos amis qui sont là, ils sont venus pour vous écouter, vous, pas pour m'écouter, moi. Alors, je vais être assez bref. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai trouvé, grâce à mes collaborateurs, ce que disait de vous ce grand violoniste et humaniste qu'est Yehudi Menuhin. Et je ne peux pas me retenir de vous le dire à tous. Et il disait, de ses propres mains, Pierre Rabhi a transmis la vie au sable du désert. Cet homme très simplement saint, et il écrivait à sa INT, d'un esprit net et clair, dont la beauté poétique du langage révèle une ardente passion, a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit la chaîne de vie que nous interrompons continuellement. Monsieur Rabhi, bienvenue à l'école. Je vous cède la parole. Je crois que ce micro fonctionne. Je vais rester debout parce que je disparais derrière les tables la plupart du temps. Je ne suis pas aussi grand que monsieur le directeur. Donc j'essaye de rester quand même apparent. Mon ami Menuhin, évidemment, l'introduction qui a été évoquée de mon ami Menuhin, évidemment, me met la barre un peu haut parce qu'il faut maintenant que je sois digne de ce qu'il m'a dit. Vous savez qu'il a disparu, que c'était un immense musicien, mais c'était en plus d'un musicien un très grand humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une présence au monde et à travers, comme on en voit certains, à travers le succès qu'il avait, on pourrait dire planétaire, il était au-delà d'un grand violoniste et d'un grand musicien, pour être quelqu'un qui avait un regard extrêmement aigu sur la vie, sur l'histoire, sur l'humanité,
Et il en était un peu endolori, comme j'ai fait récemment une rencontre avec le Clésio, qui est aussi... Vous savez, aujourd'hui, quand on est lucide et quand on regarde l'humanité avec la vérité qu'elle comporte, il est très difficile de rester serein. Parce qu'il y a une difficulté dans laquelle s'engage aujourd'hui l'humanité et qui pose quand même comme une sorte d'ultimatum, à savoir, voilà, quelle est la continuité de l'histoire. Il y avait la formule en 1968 d'un certain Fournier qui disait « on ne sait pas où on va, mais on y va ». Et aujourd'hui, je pense que ces formules ne sont pas simplement des métaphores, elles représentent une réalité. L'humanité doit plus que jamais s'interroger sur son destin et sur l'orientation et l'avenir qu'elle veut se donner à elle-même. On me dit souvent, êtes-vous pessimiste, optimiste? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que pour moi, l'humanité, l'avenir sera ce que l'humanité voudra en faire. Mais pour cela, il faut évidemment qu'il y ait une élévation de conscience suffisante pour que nous puissions avoir une intelligence réelle de notre réalité. En fait, on pourrait dire, c'est comment prendre conscience de notre inconscience. Tout le grand problème est là. Comment prendre conscience de notre inconscience? Donc ça se pose en termes presque d'ultimatum. Vous savez que j'ai commis un ouvrage avec Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur cette belle planète. Et puis, il a mis en évidence, c'est sur la coopération. C'est-à-dire que tout a coopéré. Et l'associativité, c'est-à-dire cette organisation magique de la vie qui fait que personne ne roule pour soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de symphonie dans laquelle chaque élément contribue au tout, c'est-à-dire à l'évolution du tout, à élever le tout et à organiser la vie. Et il m'a transmis la patate chaude en me disant « quid de l'humanité ?» Alors, bien sûr, c'est un problème majeur aujourd'hui. Vous savez que quand nous essayons de faire une rétrospective un petit peu et évaluer, si vous voulez, l'aspect temporel de l'existence de notre planète, nous sommes capables de le faire. Et si on indexe ce temps de la création sur 24 heures, nous nous apercevons que nous sommes advenus il y a à peu près 1 minute et demie à 2 minutes. Donc, ce qui veut dire que c'est totalement insignifiant en termes temporels. Et alors, dans ces 2 minutes, l'avènement, c'est ce que Teilhard de Chardin appellerait, ou d'autres, l'hominisation. Eh bien, cette hominisation, finalement, a fait que le comportement que l'être humain a eu dans cette réalité-là, eh bien, on est parti sur la coopération, mais aujourd'hui, l'être humain a instauré la dualité, c'est-à-dire tout ce qui est duel. Et vous n'avez qu'à ouvrir la radio, regarder la télévision, pour vous rendre compte qu'aujourd'hui encore, on n'a pas évolué, puisque l'homme égorge l'être humain égorge l'être humain, et notre rapport à la nature est un rapport destructeur. Donc, on n'a pas tellement évolué. Et je dirais que si des extraterrestres nous étudiaient, ils diraient ils sont compétents. Alors ça, c'est une question de cerveau, la compétence. Mais il manque d'intelligence. L'intelligence, c'est la lucidité. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous ayons autant de compétences et que ces compétences ne nous amènent pas à les organiser d'une façon intelligente, de façon à ce qu'il fasse bon de vivre sur cette planète. Alors, il y a évidemment des explications, enfin, les explications sont ce qu'elles sont, mais dans le premier temps, cette merveilleuse planète qui est une espèce d'oasis perdue dans l'espace, astral et sidéral, finalement, quand on essaye de la mettre en proportion avec l'infini, elle n'est pas grand-chose. C'est une petite sphère de rien du tout, elle n'est pas grand-chose. Sauf que c'est un miracle extraordinaire. Et c'est d'autant plus miraculeux, elle est d'autant plus miraculeuse que dans cet espace astral et sidéral, je ne me suis peut-être pas mis à jour des évolutions, mais on ne sait pas, on n'affirme plus qu'il y a une autre planète
de cette nature-là. Alors on a des hypothèses. Quelquefois, les hypothèses se rapprochent d'une certaine vérité, mais en fait, les certitudes ne sont pas là. Nous sommes donc sur une planète magnifique, et tout ce que nous savons faire de cette planète, c'est un champ de bataille, qu'on n'a qu'à voir, un hypermarché, c'est qu'est-ce que je te vends, qu'est-ce que je t'achète, un lieu de divertissement, et un lieu comme si c'était perçu comme finalement l'étape qui va nous amener vers un ailleurs. Mais malheureusement, on n'a aucune certitude non plus. Existe-t-il une vie après la mort? Moi, j'avoue, vous, peut-être vous le savez, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si ça existe ou ça n'existe pas. Alors, bien sûr, l'être humain, et ce qui fait la difficulté de l'être humain, c'est qu'il est conscient qu'il n'est que provisoire sur cette planète, qu'un jour, je pense que nous sommes tous inscrits pour un ailleurs, pour partir. Et je crois que c'est quand j'essaie de m'expliquer, mais pourquoi avons-nous tant de mal à évoluer, je me dis que peut-être cette conscience de notre finitude, c'est-à-dire de la mort finalement, et que nous sommes tous dans un processus qui va nous amener vers cette extinction, eh bien je pense que ce n'est pas un très bon scoop, et c'est très difficile. Donc il y a la quête de la sécurité à tout prix. Alors on aborde bien sûr le domaine métaphysique, où l'on essaie de supposer qu'il y aura une prolongation quelque part sous la forme de résurrection, sous la forme de réincarnation, sous la forme de tout ça. Moi, j'avoue qu'à un certain moment, j'avais inclus tout cela comme des hypothèses peut-être plausibles, mais plus j'avance et moins j'ai de certitude sur le fait que ça va évoluer de cette façon-là. Alors peut-être y a-t-il une évolution qui va prolonger ce que nous représentons, nous, en tant qu'être humain, parce que l'être humain, c'est d'abord sa conscience, c'est d'abord son état intérieur, sa personnalité en quelque sorte abstraite qui représente l'être humain. Le corps magnifique, bien une merveille, disons, héberge cette conscience. Et cette conscience, évidemment, aujourd'hui, elle est de plus en plus tourmentée. Voilà. Et pourquoi, si vous voulez, sommes-nous si tourmentés? Pourquoi est-ce que nous donnons beaucoup plus de valeur à la mort? On sert beaucoup plus la mort par les armements, le perfectionnement du meurtre. C'est-à-dire que le meurtre auquel on se dévoue pour le perfectionner, pour nous donner les moyens de l'accomplir avec le plus d'efficacité possible. Et finalement, ça culmine évidemment sur la bombe atomique qui symboliquement, et plus que symboliquement, puisque c'est une réalité, aboutit à une espèce de cerise sur le gâteau. L'humanité est aujourd'hui en capacité de provoquer des apocalypses réels. Réel apocalypse. Ce n'est pas simplement l'apocalypse biblique, mais on peut aujourd'hui, avec les moyens, les explosifs et les moyens de meurtre de masse que nous avons, eh bien, provoquer notre propre éradication dans l'horreur. Alors, quand vous posez ces questions, je ne suis pas là pour vous casser le moral. Si je suis là, c'est parce que s'il n'y avait pas de solution, je dirais je reste chez moi et puis c'est tout. Mais je suis convaincu que nous sommes engagés dans une sorte de malentendu. Et ce malentendu, c'est-à-dire que c'est la vision que nous avons adoptée, est une vision qui n'est pas du tout en conformité ni en harmonie avec la réalité de cette magnifique planète. Elle nous offre absolument tout, de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, de quoi tout, absolument tout. Et finalement, le bonheur est possible sur cette planète, seulement à la condition, évidemment, que nous prenions en compte le fait que cette offrande extraordinaire demande à être aimée, à être préservée, à être, disons, y introduire, nécessite une sorte de gratitude et non pas ce que nous en faisons aujourd'hui, où finalement, au lieu de la voir comme une oasis magnifique, on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans un processus extrêmement négatif. Et ce processus est d'autant plus négatif qu'aujourd'hui, nous avons les outils
nous avons perfectionné en quelque sorte nos pulsions négatives. Nous avons offert à nos pulsions négatives des outils d'une efficacité terrifiante. Et c'est pour cela que, bon, aujourd'hui, les armements, si on fait le compte, ce serait intéressant de voir combien l'humanité dépense de moyens en armement. Si on prend l'aspect global, eh bien, probablement, on va être extrêmement surpris du prix que nous payons pour honorer la mort et non pas pour honorer la vie. Donc, on est aujourd'hui dans une phase. Quand je ramène ça, évidemment, à ce que chacun de nous, dans cette salle, peut imaginer. Moi, mon processus, il est très particulier. Je suis né dans le désert, dans une civilisation, disons, saharienne, tranquille. Les gens avaient leurs troupeaux, on vivait dans une oasis. Et puis, tout d'un coup, est advenu chez nous ce qu'on pourrait arriver chez nous, ce qu'on appelle la modernité. La modernité, sous quelle forme? Eh bien, c'est parce qu'on a découvert du charbon dans notre sous-sol. Et donc, nous étions colonisés par la France et nous avions découvert du charbon dans notre sous-sol. Et donc là, on a eu affaire à une idéologie qui, à mon avis, n'a pas concerné seulement le monde extérieur, mais l'Europe elle-même. C'est-à-dire que l'Europe a généré une idéologie particulière. Et cette idéologie particulière, qui a été exaltée beaucoup par la modernité, je ne sais pas si on appelle ça le pétrolitique, je ne sais pas si c'est un terme juste, peut-être, pourquoi pas. On est arrivé au pétrolitique. Donc le pétrolitique, on a exhumé de la matière combustible, on s'est grisé de mécanique, on s'est grisé de nos innovations extraordinaires et dans une posture qu'on pourrait dire prométhéenne, c'est-à-dire ou démiurgique. C'est-à-dire que nous nous sommes divinisés nous-mêmes en disant, vous allez voir ce que vous allez voir avec nos technologies, avec nos inventions, nous allons tout dominer, même la nature sera dominée, etc. Et donc, du coup, cette phase, disons, prométhéenne, eh bien, a produit une civilisation particulière qui a commencé par l'éradication de tout ce qui n'était pas elle-même. Et quand je dis que l'Europe a été la première victime, c'est que quand vous écoutez, vous lisez les voyageurs, vous lisez surtout les voyageurs du XVIe siècle, ils vous disaient, ou XVIIe, même jusqu'au Xe, presque XVIIIe, eh bien, ils vous disaient que quand on circulait en Europe, il y avait des communautés humaines qui avaient leur langage, leur patois, leur façon de se vêtir, leur façon de construire leur maison, leurs légendes, leurs contes, etc. L'Europe était une mosaïque, en quelque sorte, de micro-sociétés qui étaient caractérisées. Mais elles avaient évidemment un point commun, c'est qu'elles étaient reliées directement à la nature. C'est de la nature qu'elles tiraient leurs ressources. Et donc, elles étaient en mesure de tirer de la nature tout ce qui leur était nécessaire pour leur survie. Et ça a été, vous savez, depuis longtemps, la fameuse révolution néolithique, c'est-à-dire à peu près 10 à 12 000 ans en arrière, révolution néolithique, où l'être humain est passé de chasseur, cueilleur, pêcheur pour devenir agriculteur. Donc il est devenu cultivateur, ce qui a donné ses lettres de noblesse à la culture, etc. Et qu'est-ce que c'est que le cultivateur? Ben, c'est celui qui finalement passe une espèce de convention avec les forces de la vie. Je mets des graines dans la terre et, au miracle, ces graines poussent. Et je mets un grain de blé, et un grain de blé me donne 5, 6, 10 épis. Chaque épi comporte encore 40 graines, etc. Et donc l'explosion, en quelque sorte, de cette énergie que l'être humain pouvait orienter et diriger. Et puis, ça a été une grande aventure. Depuis le néolithique, l'être humain maîtrisant sa nourriture et n'est plus dépendant de l'existant, eh bien, il y a une modification du cerveau. À la fois, il est rassuré parce qu'il peut stocker. Quand je stocke, ben, je peux dormir tranquille. Je sais que demain, je vais manger, etc. etc. Mais quand je suis dans une nature aléatoire, ce n'est pas la même chose. Et ce stockage, finalement,
il y a eu cette révolution, alors pour le meilleur et le moins bon, et même, je dirais, le pire. Comment est-ce que Jules César aurait pu conquérir quoi que ce soit s'il n'avait pas derrière lui des chars qui transportaient des céréales en sachant que n'importe où il serait, eh ben, il aurait à manger. Et ensuite, il y a eu l'exaction, pour faire très court, l'exaction de l'être humain dans son insatiabilité, l'agrandissement des surfaces, etc., ce qui a évolué avec la détérioration et l'altération du milieu. On admire beaucoup de vestiges aujourd'hui anciens, les pyramides et autres choses, mais ce qu'on oublie, c'est que ces lieux, eh bien, c'était des lieux boisés, c'était des lieux où la nature était encore extrêmement dominante et que l'homme est rentré dans un processus par le pastoralisme excessif, par l'exploitation excessive des sols, par l'extension, disons, des terres dites cultivées, eh bien, il a contribué à détériorer son milieu. J'ai fait republier un ouvrage par mes amis de Actes Sud qui s'intitule « La planète au pillage » d'un certain Osborne, et absolument magistral. Et cet ouvrage, quand il est paru sitôt après la guerre, Einstein a rendu hommage, Devoto a rendu hommage, Huxley a rendu hommage en disant « Voilà ce que l'humanité doit comprendre. Elle doit comprendre que si elle veut survivre, il faut qu'elle garde le rapport, disons, amical, presque affectif, avec la réalité vivante. » Alors, je vais faire un test et je vais demander qui a lu Osborne, La planète au pillage. Personne. Je vois. Si, il y a un doigt, une main qui s'est levée. Qui a lu Commoner? Qui a lu Günther Schwab? Eh bien, vous voyez, il y a eu des messagers magnifiques qui ont une conscience, mais aiguë, vraiment aiguë, sur ce que représente, comme dirait Teilhard de Chardin, l'hominisation, mais ça n'a servi à rien. Voilà. Et donc, on a continué dans le même processus d'une humanité destructrice, d'une humanité qui détruit. Et des continents entiers ont été altérés et détruits, et aujourd'hui, nous continuons. Nous continuons, et finalement, il y a eu des tentatives de dire, voilà, l'écologie, il y a eu quelques écologistes, bien sûr, je fais partie un peu du club, qui ont essayé de dire, écoutez, arrêtons. Et moi, comment j'ai appris, si vous voulez, et je suis rentré en écologie? C'est par un événement de mon existence. Donc, je suis né dans le sud de l'Algérie, d'un père forgeron, musicien, poète, qui travaillait tranquillement, rendait service à sa communauté. Et quand les Français ont découvert de la houille sous nos pieds, eh bien, il y a eu un chamboulement terrifiant de notre mode d'existence. Ce qui s'est produit en Europe, déjà. Voilà. Et donc, ce que je veux mettre en exergue et en évidence, eh bien, c'est comment il y a un processus, disons, ancien, qui en fait poursuit son chemin sans que rien ne l'arrête. Et non seulement on ne l'arrête pas, mais on y souscrit de plus en plus, comme étant ce qui va nous aider, amener l'humanité à se libérer. Et on est rentré dans cette modernité qui s'est instaurée comme une idéologie. Voyez ? Donc l'idéologie totalitaire, unique, gommant tout ce qui y a précédé, le monde paysan qui était le monde qui supportait et qui a été jusque-là celui qui a porté en quelque sorte un mode d'existence, il a été méprisé. La guerre de 14 a génocidé les paysans allemands et français au nom de valeurs ou de questions qui ne les concernaient pas, mais ils ont tellement été en quelque sorte endoctrinés.
Et cet endoctrinement a circulé partout comme une idéologie réelle qui s'est imposée partout. Et cette idéologie s'est tellement bien imposée que moi, petit saharien, à l'école, je récitais que mes ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Et puis il y avait même des camarades bien plus bronzés que moi qui récitaient que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Donc il y avait peut-être une grand-mère qui a fauté, je ne sais pas. J'ai essayé de comprendre, de faire ma petite enquête et j'arrive pas à voir en quoi j'étais descendant des Gaulois. Bon, j'ai pas les moustaches, j'ai rien, enfin, le casque non plus, j'ai rien. Bon, donc ce qui veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes aujourd'hui illusionnés par une idéologie qui se maintient coûte que coûte, à tout prix, comme étant la seule vérité absolue. Et il n'y en a pas d'autre. Ce qui aboutit aujourd'hui à une société dans laquelle le politique fait de l'acharnement thérapeutique sur le modèle, et heureusement la société civile invente autrement, mais ça on pourra y revenir tout à l'heure. Donc quand ce petit préambule fait qu'à un certain moment, quand vous êtes comme moi, double culture, c'est-à-dire que je suis passé enfant, je perds ma mère alors que je n'avais que 4 ans, j'avais un frère qui avait 2 ans, donc on est 2 orphelins de mère, un père qui se pose des questions sur l'avenir parce qu'il ne peut plus assumer sa famille puisque les houilles, la mine était là et qu'il a bien fallu qu'il lâche son métier de forgeron pour devenir aussi un mineur. Comme il était astucieux, il était devenu conducteur de locotracteur pour acheminer la houille qu'on sortait, qui partait donc de Kenadza, notre lieu. J'ai eu le plaisir de rencontrer une Kenadienne, c'est très rare, je ne sais pas où elle est, mais enfin, voilà, elle est là-haut. et ça, c'est très, très, très rare. Et puis le charbon qui était extrait par l'énergie des gens du pays, eh ben, venait alimenter la France. Donc nous vous avons alimenté. Seulement, on n'a jamais envoyé la facture et on attend qu'un retour quand même. Il faudrait qu'un jour, on vous envoie la facture. Donc, vous voyez, tous ces bouleversements aboutissent à un certain moment à ce petit enfant qui était Pierre Rabhi, qui était à l'époque pas... Il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Rabat. Alors, j'ai bénéficié de 2 choses. Mon prénom, c'est Rabat, le chanceux, et Rabhi, le victorieux. Donc c'est avec ça, je ne sais pas. Sauf que ce gamin se trouve en quelque sorte très rapidement confié par le père à un couple de Français sans enfants qui disent « Nous, on veut bien se charger de ton enfant pour l'instruire, pour qu'il ait une instruction et qu'il ait une place dans la société nouvelle. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé du jour au lendemain à sauter à pieds joints de la tradition vers la modernité, de l'islam au christianisme, du nord au sud, etc. Et donc dans une double appartenance, je suis Gémeaux en plus pour ceux qui pensent. Et donc quand vous êtes comme ça dans cette double appartenance et que d'un côté on vous dit surtout ne touche pas au cochon, au porc, c'est un péché abominable, le vin c'est un péché abominable, et que vous allez dans notre famille française avec une mère bourguignonne qui sifflait son litre de vin comme rien du tout à chaque repas et qui vous dit mais prends-en parce que ça va te renforcer, que le jambon, on vous dit mais le jambon c'est très bon, et que de l'autre côté on vous dit surtout ne touche pas au jambon, etc. Donc comment voulez-vous qu'on ne devienne pas cinglé? Ben, c'est un peu mon cas, vous voyez. Alors quand vous êtes dans des situations comme ça de contradiction, ça éveille très vite une question. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans un écartèlement. Vous ne pouvez pas vivre entre 2 mondes contradictoires. Si les 2 mondes étaient s'harmoniser, à ce moment-là, vous bénéficiez de cette harmonie. Mais si ces 2 mondes sont antagonistes, ben vous êtes divisé entre une civilisation et une autre, ce qui vous amène à dire, ben voilà, peut-être que les philosophes
Alors mes études, c'était vraiment, bon, le grand problème pour moi, c'est que, étant d'une autre culture, quand il y avait les énoncés de problèmes, par exemple, une ménagère va au marché pour acheter des œufs, etc., compte tenu qu'un œuf ça vaut tant, elle en prend une douzaine, combien ça coûte, etc., moi je partais en poétique. C'est-à-dire que je partais dans le marché, les parfums, et j'entendais mon instituteur qui me disait, mais c'est quand même pas compliqué. Mais moi j'étais parti en rêve. Vous voyez, et je voyais parfaitement la marchande avec sa robe à fleurs, avec l'odeur du marché, etc. Et on me disait, mais non, il faut être sérieux. Il faut être très sérieux. Il ne faut pas rentrer en poétique. Donc on élimine la poésie. Et finalement, on se dit, mais finalement, donc mes études, ça a été quoi? Un certificat d'études plus une année d'études secondaires et stop, ça a été fini. Pour cause de bouleversements en Algérie, j'ai travaillé à la banque. Mes chiffres étaient faux en permanence. C'est un directeur qui m'avait pris sous son aile parce que j'étais devenu catholique et lui était plus catholique, tu meurs. Donc pour une fois, il y avait un prototype catholique à Oran, en Algérie. Eh ben, c'était quand même, il fallait s'en occuper, quoi. Et donc je suis rentré à la banque et finalement, c'était un univers dans lequel je ne comprenais absolument rien. L'argent, le monde de l'argent, le monde... C'était quand même un observatoire très intéressant sur le comportement des gens par rapport à l'argent. Parce que quand j'étais au guichet, je voyais arriver les gens et les comportements étaient humains, en quelque sorte, étaient très intéressants à observer. Et comme la guerre d'Algérie s'est accentuée et que j'étais exclu de ma culture initiale, c'est-à-dire que j'étais devenu chrétien, donc il était impossible que je retourne chez ma famille musulmane, et que mon père adoptif, gaulliste inconditionnel, a eu sa voiture plastiquée, et un jour, on a un tout petit conflit, il me fout à la porte. Voilà. Donc je suis exilé. Je ne peux aller ni vers l'une. Alors je ne suis pas en train de pleurer sur mon sort, ni d'inspirer votre pitié. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis simplement en train de témoigner de l'itinéraire que chacun de nous pourrait avoir le sien. Moi, vous m'avez demandé de parler, et bien tant pis pour vous, je vais vous raconter ce que... Et donc, voilà la situation. Et j'arrive donc à Paris. J'avais fait un peu de prothèse dentaire, etc. Et je cherche un boulot dans cette double solitude. Et puis, je trouve un travail. Et on me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, ben, je ne sais pas faire grand-chose. Donc, le travail que j'ai trouvé, ben, ça a été OS, ouvrier spécialisé, dans une entreprise de la région parisienne. Et vous savez qu'on nous appelait ouvrier spécialisé alors qu'on était spécialisé en rien. Alors là, on nous aurait appelé les hommes à tout faire, c'était beaucoup plus juste que nous appeler ouvriers spécialisés. Alors dans cette microcosme du travail, si vous voulez, j'avais évidemment fréquenté beaucoup les philosophes, mais les philosophes, ils ne s'entendent pas non plus entre eux. Il y a des philosophies, il n'y a pas une philosophie absolue qui réunirait le consensus de tous les philosophes. C'est pour ça que je trouve Socrate un véritable seigneur philosophe. Parce que pourquoi c'est un grand lucide? C'est parce que Socrate a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà. Et je pense, qu'est-ce que nous savons? Ce que nous savons est très peu. Alors bien sûr, on peut explorer le monde dans lequel des phénomènes, des choses que l'on peut évidemment comprendre. C'est ce qui nous permet de faire des miracles technologiques en physique, qui nous permet pas mal de cette évolution démiurgique, mais c'était la limite. Et alors, l'observation du microcosme du travail m'amène à dire finalement, voilà, il y a des êtres humains qui sont là, qui sont mobilisés à produire, à travailler tous les jours. Alors tous les jours, lever le matin de bonne heure, pour moi en tout cas, prendre le métro, arriver à Neuilly, prendre le car pour arriver à Puteaux et aller pointer et rentrer pour faire mon travail. Voilà, c'était ça, mon travail d'OS. Et on observe donc ce microcosme et on se dit, mais là, il y a une condition humaine particulière. Cette condition humaine, est-ce que nous pouvons lui donner, disons, une configuration? Est-ce qu'on peut la configurer?
eh ben, on tombait tout le temps sur la pyramide, c'est-à-dire système pyramidal dans lequel il y a des gens importants en haut de la pyramide et des gens pas importants du tout en bas de la pyramide. Entre deux, là, il y a l'hiérarchie, hein, les cadres supérieurs, les moins supérieurs, et ça dégringole jusqu'à nous, OS. Nous n'avions qu'un avantage, c'est qu'on ne pouvait vexer personne. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, bon, il n'y avait plus rien en dessous, donc on pouvait vexer personne. Et dans ce système-là, finalement, moi je l'ai perçu à tort ou à raison, vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer à ce que je dis, je témoigne, c'est tout. Je trouvais que ce système pyramidal et ce système qui hiérarchisait et que la vie qui a été proposée par ce système à des êtres humains, à tort ou à raison, moi je trouvais que c'était une énorme aliénation. Et c'est-à-dire qu'à un certain moment, je donne toute mon existence contre un salaire. Et j'estimais que mon existence valait quand même plus qu'un salaire. Et à partir de là, j'ai commencé en quelque sorte à rentrer dans une espèce de doute par rapport à l'idéologie selon laquelle notre modèle de société allait libérer l'être humain. Et puis quand j'ai essayé de voir en quoi nous étions libérés, je me suis rendu compte que l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, c'est au contraire une série d'incarcérations. De la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça un bahut d'ailleurs. Ensuite, vous avez, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Aujourd'hui, même pour s'amuser, on va en boîte, vous le savez. On y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez les boîtes où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà. Un itinéraire comme cela est-il libérateur? Non, il n'est pas libérateur. Et donc cette idée enquistée dans l'esprit selon laquelle notre modèle de société est libérateur est tellement ancrée qu'on ne peut pas remettre en question. Et c'est cette difficulté de remettre en question notre paradigme, ce modèle de société, qui m'a paru quand même un peu une forme de défaillance. Et la grande question, ça a été, est-ce que nous pouvons organiser une société qui apporte vraiment un bonheur réel à l'être humain et le libère réellement? Comme ce n'était pas dans les mécanismes et dans l'organisation du système, ça a été de dire, moi je n'adhère pas à ça, c'est bien joli, je n'adhère pas à ça, mais quoi faire? Et c'est à ce moment-là que je rencontre une jeune fille dans le même établissement. Nous nous rapprochons, nous décidons de vivre ensemble, et apparaît une idée, pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas à la Terre? Et alors, au cœur des 30 Glorieuses, quand tout va bien, en amont, on disait, mais vous êtes complètement fou. Combien j'ai entendu, mais mon pauvre vieux, la Terre est basse, c'est difficile, etc. Mais nous décidons quand même, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose de rationnel ou irrationnel qui nous encourage en dépit du fait que nous nous engagions dans un risque et dans une aventure complètement aléatoire dont on n'avait pas forcément la maîtrise. On lance une bouteille à la mer en disant nous voulons retourner à la Terre, on écrit à quelques personnes qui sont à la campagne et nous recevons une lettre très favorable d'un médecin qui exerçait au Vence et qui était devenu un médecin de campagne par volonté et par option, et qui a d'ailleurs servi de modèle à Soubeyran, au journal d'un médecin de campagne. Et cet homme-là a été le seul à nous dire, mais je comprends parfaitement votre désir de retourner à la campagne, et il nous a soutenus, et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Comme il vivait en Ardèche du Sud, et qu'il exerçait en Ardèche du Sud, nous nous sommes retrouvés donc en Ardèche du Sud. Et là, ça, évidemment, avec toutes les dissuasions en amont de tous les gens qui nous disaient mais c'est stupide, etc. Et quand nous sommes arrivés en Ardèche, les paysans qui nous disaient mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Il n'y a pas d'avenir ici, il n'y a plus rien. Effectivement, c'était dans cet état-là. Et en plus, il y avait
le modèle qui démontrait absolument sa validité et son efficacité, puisque c'était les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, le boulot, il y en avait, etc. Ce qui était occulté, évidemment, c'est que ces 30 glorieuses pouvaient l'être par le pillage de la planète, par le pétrole pas cher, etc., etc. Donc on était encore une fois dans une illusion momentanée, et nous décidons donc de faire ce retour à la Terre. Et je me présente à la banque en disant, vous ne pourriez pas me prêter pour acheter un truc? Il me dit, est-ce que vous savez faire de l'agriculture? Je suis obligé de dire non. Eh bien, allez apprendre, ce qui était tout à fait normal. Allez apprendre d'abord, et quand vous aurez appris, vous revenez nous voir et on étudiera votre dossier. Seulement, ça implique que vous fassiez 3 ans d'ouvrier agricole avec l'attestation de vos patrons, ou votre patron ou de vos patrons, et que vous ayez un petit diplôme qui s'appelle le BAA, le brevet d'apprentissage agricole. Et c'est muni, enfin, de ces attestations et tout ça, que je me représente au Crédit Agricole. Elle dit, maintenant on peut vous prêter. D'accord, mais est-ce que vous avez trouvé un lieu? Dis donc, on est en train de chercher. Et puis au bout de quelques temps, je retourne à l'agence des ventes du Crédit Agricole en disant, ça y est, on a trouvé le lieu. Seulement le lieu que nous avons trouvé pour nous installer à la terre. Entre-temps, étant ouvrier agricole, j'ai été vraiment éveillé, disons, aux pratiques destructrices de l'agriculture, puisque c'était surtout des arboriculteurs, les pêches, vous savez, en Ardèche, etc. Et toute l'année, on passait son temps à projeter des poisons partout, sur les arbres, parce que les maladies, parce que ceci, cela. Et mon ami médecin me disait, mais tu sais, ces pratiques-là sont épouvantables, parce qu'un tel est devenu, il me dit, un tel, il est devenu paralysé, l'autre est devenu aveugle, il y a un autre qui est mort, on l'a emmené à l'hôpital, mais il s'était empoisonné avec des organochlorés ou phosphorés, on est arrivé trop tard, il est mort, etc. Et donc, si vous voulez, cette sensation de la guerre qu'on déclenche contre la nature pour en obtenir de quoi nous nourrir, a été pour moi un choc terrible. Et je me suis dit, mais je ne suis pas venu pour détruire, je ne suis pas venu pour polluer. Donc que faire? Est-ce que je renonce à mon projet? Et finalement, j'apprends qu'il existe des méthodes, entre autres biodynamiques, etc., qui sont des méthodes agronomiques qui, bien au contraire de la méthode qui produit et détruit, au contraire, ce sont des méthodes qui nous apprennent véritablement à être en coopération avec les lois de la vie et de préserver la vie et même d'améliorer en quelque sorte les sols ou l'environnement. Et bien entendu, quand j'ai commencé pas à lire, mais à dévorer tous ces ouvrages, tout d'un coup, il y a toute une bibliographie qui s'est déclenchée que je ne connaissais pas. Évidemment, ça a été un bonheur absolu en disant, mais il existe d'autres façons quand même d'aborder la vie. On ne peut pas aborder la vie, produire et détruire. C'est impossible, ça a une limite. Par contre, produire, prendre soin, améliorer en quantité, en qualité l'alimentation et rentrer en coopération avec l'existence, oui. Et c'est comme ça que nous finissons par découvrir notre ferme, la ferme de notre cœur. Sauf manque de peau, comme on dirait, cette ferme, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone, très peu d'eau, pas de téléphone, et le chemin à peine praticable quand il pleuvait. Et notre petite Juve à 4, on avait des voitures, on était tellement pauvres qu'on faisait de l'acharnement thérapeutique. On avait toujours des voitures en fin de vie qu'on arrivait à trouver, on faisait de l'acharnement. Bon, je pouvais encore mettre mes mains dans les moteurs, le cambouis et tout ça, souffler dans les bougies. Et puis, on maintenait comme ça ces pauvres voitures qui avaient eu un destin vraiment funeste de tomber entre nos mains. Et nous essayons donc de survivre comme ça. Et effectivement, quand on décrit le lieu de notre cœur de choix et que j'en parle au Crédit Agricole, ils disent on ne vous prête pas. Je dis pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous aider à vous suicider. Jamais vous ne survivrez sur ce lieu, jamais.
Et puis on était tellement attachés à ce choix. Il y avait d'autres fermes. Alors le préposé au Crédit Agricole sort un listing en disant, vous voyez, Vallée de l'Eyrieux, ferme de 40 hectares, irrigation, etc. Le matériel, il y a tout ce qu'il faut. Là, vous allez gagner de l'argent. Et puis, stupidement, il fallait être stupide, je dis à l'agent du Crédit Agricole, après je m'en suis mordu les doigts, monsieur, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qu'il ne faut jamais dire dans une agence du Crédit Agricole, je veux dire ça. Ça a échappé. Bon, après, je suis sorti en me donnant des gifles mentalement, en me disant, mon pauvre vieux, tu as saboté ton truc, jamais tu n'auras quoi que ce soit. Et finalement, il y avait un sénateur qui nous avait pris sous son aile, et le sénateur intervient auprès des Crédits Agricoles. Pour une fois qu'il y a des gens qui veulent s'installer, quand même, aidez-les, ça c'est en 61. Faites-leur confiance, d'autant plus qu'ils ne vous demandent pas grand-chose, compte tenu qu'ils vous demandent un petit crédit sur 20 ans. Et finalement, c'est comme ça qu'on a eu le... Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce quiproquo? Dans ce quiproquo, il s'est passé une chose, c'est-à-dire qu'il y avait dans la démarche une forme de philosophie. Quand vous êtes dans un lieu qui est beau et que vous regardez le paysage, il y a 17 clochers sur un plateau de 240 mètres, pas très élevé, mais d'une beauté sublime, silence, air pur, ça je ne pouvais pas le contrôler, mais enfin je pense que c'était de l'air pur quand même, beau paysage, eh bien c'est quelque chose qui vous rend amoureux, voilà, qui vous rend amoureux de ce lieu. C'est là que nous voulons vivre. Alors bien sûr, les critères sérieux, les critères disaient non, c'est pas possible de vivre dans ce lieu. Seulement, comment dire à l'agent du Crédit Agricole que nous avons acheté ce lieu parce qu'il est beau? Pour eux, la beauté, ils s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est de la productivité. C'est beau. Eh bien, ce critère de beauté, nous ne voulons absolument pas y renoncer. Et déjà, dans notre tête et dans le projet, c'était de dire, attention, à ne pas se laisser prendre par le toujours plus, l'extension infinie. On prend des hectares et des hectares, après on n'a plus le matériel qu'il faut, il faut changer de tracteur, etc. Et on rentre dans un processus, justement, où l'on participe au final à une croissance économique, mais au détriment, finalement, de ce qui peut nous être donné pour nous enchanter, pour jouir en quelque sorte de cette beauté qu'offre la nature. Alors c'est à partir de là, nous finissons par avoir notre crédit finalement, grâce à ce sénateur qui nous soutient. Et puis, ma foi, on a pris ce lieu et on a, pour faire court, on a amélioré, on a nos 5 enfants qui sont venus sur ce lieu et nous avons mis en concordance en quelque sorte ce désir profond du rapport à la nature, du rapport à la beauté, en partant sur l'idée de simplicité, en partant sur l'idée de sobriété, c'est-à-dire ne pas se faire piéger dans ce toujours plus indéfini qui donne cette croissance économique indéfinie qui est une stupidité puisque la planète est limitée et qu'on ne peut pas appliquer l'illimité. Donc on cadrait avec notre déontologie, avec la projection que nous avons sur comment organiser une vie où l'être et l'avoir sont associés, où on peut répondre à l'avoir et répondre à l'être aussi, et ne pas se faire prendre dans l'avoir indéfini au détriment de l'être. Enfin, je ne sais pas si je suis peut-être compliqué. Donc voilà. Et à partir de là, vous envisagez un projet, et puis vous regardez quelles sont les ressources disponibles. Vous vous dites, tiens, il y a un espace sauvage de garrigues qui conviendrait probablement à des chèvres. Vous montez un élevage de chèvres, vous faites du fromage. Ce fromage, vous refusez de le donner à la coopérative parce que vous ne faites ce lait, vous refusez de le donner à la coopérative parce que vous voulez aller au bout du processus créatif de ce que vous avez fait. Ce processus créatif aboutit à une production de fromage, laquelle production est vendue sur le marché. Le fromage devient une opportunité pour une convivialité. Nos clients étaient devenus des amis. On a créé une espèce d'espace
de dialogue avec nos clients. Nos clients ont dépassé le rôle simplement marchand de vendre et d'acheter pour aller vers une fraternité, vers quelque chose. Et c'était devenu magnifique. Nos clients étaient des amis, étaient devenus des amis. Et ce fromage donc prenait une valeur autre qu'une valeur marchande, il participait à la création de cette convivialité. Et puis, vous appliquez, bien sûr, les méthodes agronomiques, planter des arbres, faire un potager. Entre-temps, vous êtes resté 13 ans sans électricité, l'électricité arrive. Vous aviez très peu d'eau, il y a l'adduction d'eau, et l'amélioration des choses se fait comme ça. Voilà. Et puis, vous restez... vous organisez votre existence avec constamment cette référence à une forme de pensée, à une forme de philosophie, à une forme de déontologie qui accompagne encore les actes que nous faisons. Et chaque acte que nous faisons, c'est un acte qui est pensé et qui est finalement libérateur. Voilà. Et toute la famille fait de la musique. J'ai même un fils qui est premier prix du Conservatoire national supérieur de Paris pour la musique classique, guitare, etc. Nous sommes tous... Et nous laissons ce temps, en quelque sorte, qui est attribué à notre évolution intérieure, à notre vie intérieure, à notre évolution intérieure, est préservé. Et c'est pour ça que... Et puis on reste, voilà. Alors je ne suis pas là pour vous dire bravo pour moi, m'applaudir, c'est pas du tout ça. Ce que je suis là, c'est partager avec vous, comme des sœurs et des frères, une expérience. Elle est ce qu'elle est. Vous n'êtes pas obligé de l'adopter. Elle est ce qu'elle est. Mais en tout cas, elle s'inscrit très fortement dans ce qu'on pourrait appeler la problématique du monde actuel. La problématique du monde actuel où on finit par être dans une situation de plus en plus difficile à maîtriser par le choix que nous avons fait de l'organisation sociale et du vivre ensemble sur cette planète. On aboutit aujourd'hui, évidemment, à des dissensions de plus en plus grandes, parce que d'un côté, vous avez l'Occident qui prospère, et puis de l'autre côté, les autres qui suivent. C'est pour ça qu'on appelle ça les pays en développement, sous-développés, etc. Ce qui aboutit à quoi? À une disparité dans la répartition des richesses, des ressources nécessaires à la vie de tout le monde. Et vous avez 1/5 de la population du monde qui mange à sa faim, etc., et qui concentre les 4/5 des ressources. Et elle va les chercher dans les pays pauvres. Elle va donc prendre aux pauvres les ressources qui devraient leur revenir légitimement pour pouvoir, elle, s'enrichir. Ce qui fait que vous tombez dans la configuration d'aujourd'hui, où vous avez beaucoup d'un côté une hyper-prospérité jusqu'à remplir les poubelles, et dans cette hyper-prospérité qui est théoriquement lieu du bonheur, c'est le lieu où l'on consomme le plus d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'il y a une misère. C'est le lieu où on consomme le plus d'anxiolytiques, c'est le lieu où on se suicide le plus. Ce qui fait que ça se pose une question, finalement, comment organiser la vie sur cette terre de façon à ce que nous puissions quand même être joyeux sur cette terre. Alors bien sûr, l'industrie du divertissement a pris des ampleurs extraordinaires, puisqu'on n'est plus capable de jouer du biniou dans sa cour et de se réjouir ensemble. Eh bien, il y a l'industrie du divertissement qui vous fabrique de la musique en masse, qui vous fabrique du divertissement en masse, et vous voyez bien tout le monde du spectacle, etc. Bon, ce qui fait que, alors que quand on recule dans le temps, il y avait une espèce d'autonomie même des communautés humaines à produire eux-mêmes même leur rituel joyeux. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans cette difficulté qui pose le problème sur quel avenir construire, et surtout ne pas oublier que l'ensemble du genre humain et l'ensemble de l'humanité, elle doit atteindre un niveau d'équité qui puisse permettre quand même que des enfants... Il y a mon ami Ziegler qui dit que, je ne sais pas si tu as vérifié, mais il dit qu'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 7 secondes. Ça me paraît énorme. Est-ce que ce n'est pas minute? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vraiment,
aujourd'hui ces disparités entre le nord et le sud. Un nord prospère mais dans lequel il y a l'angoisse de vivre, le stress et les difficultés de toutes sortes. À l'intérieur de cette prospérité, il y a une nouvelle misère. Et aujourd'hui, il est évident que le modèle qui a illusionné jusqu'à maintenant en pensant qu'il allait assumer ces populations ne peut plus les assumer. Qu'est-ce que c'est que le chômage? C'est l'exclusion. On a évidemment des dispositifs palliatifs, en quelque sorte. Mais est-ce que ces dispositifs palliatifs vont durer longtemps dans des pays qui ne produisent pas les richesses suffisantes pour porter, en quelque sorte, ce poids de l'exclusion, ou pallier à ce poids de l'exclusion? Je n'y crois absolument pas. Et quand vous faites le bilan, en quelque sorte, de ce qui se passe au niveau des ressources planétaires, aujourd'hui, on est en train de constater l'épuisement de la ressource halieutique, les poissons, etc. L'autre jour, j'ai regardé un documentaire sur la forêt amazonienne. C'est absolument terrifiant de voir autant de destruction. Les pollutions, n'en parlons pas. Et puis les terres qui nous nourrissent sont tous les jours massacrées par des engrais chimiques et des pesticides. Nous produisons une nourriture qui est nocive et qui nous abîme, qui nous tue. Et un ami qui disait, avec la nourriture moderne, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Voilà. Parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on est en train d'ingurgiter. Et quand on parle de détérioration physiologique, c'est une réalité absolue. J'ai des amis chercheurs qui ont fait des travaux sur l'impact de l'alimentation sur la santé humaine. Il est évident que notre nourriture est nocive. Elle véhicule aujourd'hui des nuisances. Et pourquoi? Parce que nous avons tué la Terre. Et que la Terre, qui doit être vivante, c'est-à-dire c'est un organisme vivant à part entière, quand on met des engrais chimiques dedans, c'est-à-dire qu'on met de la chimie de synthèse, il se passe un phénomène très curieux, qui est tout à fait compréhensible, c'est que vous mettez des engrais chimiques, ils sont solubles, donc on les a traités dans les usines pour être solubles, et pour avoir ce qu'on appelle un effet osmotique très puissant. Vous mettez ces produits dans la terre, la plante est obligée de les absorber, ne peut pas faire autrement. Et elle absorbe du NPK, ces 3 éléments majeurs. Et en observant ces éléments majeurs, ça se fait par un système de chélation, c'est-à-dire que tous les oligo-éléments, les sels minéraux, c'est-à-dire les substances subtiles qui font partie, en quelque sorte, de l'ordre de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'homéopathie? L'homéopathie, c'est de la dilution. Vous allez vers... Et plus vous diluez, plus c'est puissant. Ce qui fait que ça inverse, en quelque sorte, notre compréhension par rapport au rapport entre quantité et effet. Eh bien, quand vous mettez tous ces engrais, tout ça, vous produisez un effet de chélation. Vous n'avez pas les plantes n'absorbent pas donc les oligo-éléments. Elles sont déficientes. Étant déficientes, elles sont malades. Étant malades, on va chercher des pesticides. C'est pour ça que le travail qu'ils font, que mes amis font sur la préservation de la biodiversité, nous rentrons là-dedans dans ce travail-là. Eh bien, vous aboutissez à quoi? À l'augmentation des pathologies, une grande quantité de pathologies qui sont liées maintenant aux déficiences de notre alimentation. La plante, vous savez, elle ne vit pas que de substances puisqu'elle vit d'énergie aussi. Alors, il y a une énergie que personne ne peut contester, c'est le soleil. Le rayonnement solaire est indispensable à la plante, mais dans notre registre et dans notre compréhension des choses, toutes les planètes interviennent. C'est-à-dire qu'il y a des énergies cosmiques subtiles qui sont indispensables à l'équilibre de la plante. Donc nous mangeons une nourriture qui est une nourriture qui n'est absolument, non seulement elle n'est pas adaptée à notre physiologie, mais elle est en plus nocive et dérègle en quelque sorte tout le système alimentaire maintenant, participe, disons, à une espèce d'éradication de l'être humain. Voilà. Et donc à partir de là, vous avez quand même des méthodes, etc. Alors tout ça, ça s'inscrit, disons, dans un contexte général d'un mode de pensée et d'un mode de perception de la vie
qui a en fait été favorable à faire advenir, si vous voulez, toutes ces dérives et ces anomalies. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation où l'alternative existe, mais encore faut-il que nous puissions l'exercer. Et là, on se confronte à quoi? À des intérêts internationaux. Monsanto, il veut absolument pas que les gens maîtrisent les semences. Il veut au contraire que les gens ne maîtrisent plus les semences de façon à placer, en quelque sorte, son marché. On n'a absolument pas besoin des semences Monsanto. Seulement, il y a les OGM, les organismes génétiquement modifiés, etc. Eh bien, c'est toute une... Si vous voulez, c'est tout un scénario de manipulation psychologique, de manipulation mentale, qui aboutit finalement à dire « ah ben oui, on admet cela, on n'a pas besoin d'admettre cela ». Alors, le problème des semences en particulier, c'est un problème gravissime, puisque à peu près 60% des semences que l'humanité, depuis 10 à 12 000 ans, a collectées de génération en génération à travers le temps et l'histoire pour augmenter le potentiel alimentaire de l'humanité, 60% ont disparu, remplacés par des chimères qui permettent finalement, petit à petit, d'évoluer vers quoi? La mise en dépendance totale de l'humanité par rapport à sa survie. Et c'est pour ça que lutter contre cette confiscation et cette stratégie de mise en dépendance est absolument inhumaine, c'est-à-dire c'est un crime contre l'humanité et il nécessite qu'on se batte contre, qu'on résiste, disons, à cela. Alors pour ce qui concerne évidemment, si je reviens à l'itinéraire dans lequel je me suis retrouvé, j'ai été amené, une fois que nous avons réussi chez nous, notre ferme, que ça a tourné, etc., je me suis impliqué dans les pays du Sud. Et la première implication que j'ai eue, c'était au Burkina Faso, où je suis allé pour, à la demande du gouvernement, de transmettre en quelque sorte les méthodes agrobiologiques vers ces pays-là. Et pourquoi? Eh bien, parce que ces paysans, on parle beaucoup de la faim dans le monde. Mais vous savez, la faim dans le monde a été provoquée. Il n'est pas vrai que la nature n'a pas suffisamment pour nourrir l'ensemble de l'humanité. Vous prenez simplement un simple grain de blé, un seul, vous le semez, même si ça ne réussit pas très bien, vous avez au moins 4-5 épis. Voilà, c'est pas beaucoup, parce que vous pouvez en avoir 10. Eh bien, chaque épi, il y a environ 40 graines. Eh bien, vous faites votre calcul et vous vous rendez compte que c'est exponentiel. Quand vous allez dans votre jardin, vous mettez quoi? Une graine de tomate. Et vous avez des kilos de tomates avec des milliers de graines, etc. Donc, on ne peut pas accuser en quelque sorte la puissance de la vie elle-même et la capacité d'expansion et de générosité de la vie. C'est impossible de l'accuser, mais par contre, eh bien, les scénarios de mise en dépendance de l'humain contre l'humain, si je reviens au Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'abord, il y a globalement dans l'idée générale de l'humanité que le paysan est attardé. C'est celui qui n'a pas évolué, c'est celui qui est resté attardé partout dans le monde. Être évolué, c'est être moderne, vous voyez. Sauf, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, en temps de guerre, quand on n'a plus rien à bouffer, on se souvient qu'on a un cousin à la campagne. Tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Voilà. Et le pauvre type qui n'a pas évolué, qui est resté attardé, etc. Sauf qu'il détient la vie. Voilà. Et aujourd'hui, comment faire que l'humanité puisse revenir à détenir la vie de façon à échapper à tout ce qui risque de l'entraîner vers une dépendance telle qu'elle sera subordonnée et esclave de l'ensemble d'un système qui est un système pernicieux et qui est un système malhonnête. J'ai appris qu'il y avait à peu près 1500 milliardaires en dollars. Je pensais qu'il y en avait plus, mais bon, c'est tout. Vous prenez l'ensemble de l'humanité, il y a 1500 êtres humains comme vous et moi qui sont milliardaires en dollars. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on a instauré sur la planète la pire des féodalités.
jamais il n'y a eu féodalité aussi généralisée. D'un côté, des gens qui accumulent et de l'autre côté, des gens qui travaillent pour que les autres accumulent et en même temps dans l'indigence qui n'arrête pas de grandir au niveau des plus petits. Donc, tous ces éléments-là nous amènent à dire, mais alors, si je reprends le Burkina Faso, le paysan a toujours répondu à ses besoins alimentaires. Il l'a toujours fait, sinon il n'existerait pas. Il se serait éteint à travers l'histoire. Donc, s'il est arrivé jusqu'à nous, c'est qu'il a su survivre. Bien sûr, bon an, mal an, avec le meilleur, le moins bon, le pire, etc. Mais il a évolué. Dans la vision globale de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, on dit ces pays-là sont pauvres. Ils ne sont pas pauvres d'abord parce qu'il y a beaucoup de ressources. Et ils représentent aussi une énergie qui est l'énergie humaine. Et comment, en fait, utiliser cette énergie humaine pour créer des richesses. À ce moment-là, on dit aux paysans, maintenant, il faut que tu cultives avec des engrais chimiques, parce qu'avec les engrais, tu vas voir, tu vas produire davantage. Et puis, tu vas produire des choses exportables. Le coton, le cacao, selon les pays, il y a une production particulière, très rémunératrice, mais en termes du marché international. On va l'inciter à cultiver avec des engrais. Et vous savez que pour produire une tonne d'engrais, il faut à peu près 2 tonnes 5 à 3 tonnes de pétrole. Donc voilà ce paysan connecté, disons, au système qu'il va enrichir en achetant des engrais. Et ce paysan étant pauvre, et la plupart du temps, la valeur monétaire n'existant pas, il dit, voilà, moi je ne peux pas acheter vos engrais, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas grave, on va te faire l'avance des engrais, mais quand tu auras récolté, tu amènes ta récolte, la coopérative va la vendre sur le marché international, et quand elle l'aura vendue, elle te remet ce qui te revient, déduction faite des engrais qu'on t'a avancé. Alors vous voyez tout de suite le basculement extrêmement difficile, et le paysan, il s'appauvrit d'année en année parce que le ratio entre ce qui lui revient et les déductions que l'on fait sur sa rémunération, et ce paysan, il va être mis au même niveau que le cultivateur américain avec ses centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares, et son tracteur. Parce que le marché ne fait pas un tarif pour le petit paysan et un tarif pour les autres. Donc il se trouve constamment perdant, et c'est comme ça qu'à un certain moment, il n'en peut plus. Il n'arrive plus à solder ses dettes, il incite ses enfants à s'en aller, les villes se remplissent, et ces villes qui se remplissent c'est des lieux de misère, et ces villes qui se remplissent demandent quand même de l'énergie combustible, parce qu'il veut bien faire cuire la marmite. Eh bien, le paysan déboise de plus en plus pour amener vers les villes. Et on voit des chariots dans certains pays, des chariots en continu avec des ânes et des charrettes pleines de bois qui alimentent chaque jour les villes. Et ces charrettes qui alimentent les villes, ça veut dire qu'il y a déboisement, un déboisement aigu. Le paysan pasteur, il va avoir des troupeaux, il va augmenter ses troupeaux en ayant l'impression d'augmenter ses revenus. Sauf que ces troupeaux en surnombre détruisent le milieu naturel. Il y en a trop. Dès que la moindre herbe pousse, elle est liquidée. Donc il participe à la désertification de son milieu. Et quand il veut défricher, il met le feu. Et on se trouve avec des sols dénudés, complètement dénudés, sans protection. Et quand les pluies arrivent, elles sont dans des zones violentes. Et ces pluies violentes emportent la terre. Et donc, vous avez des érosions accélérées par dénudement, en quelque sorte, des sols. Ce qui fait que la terre s'en va, elle est détruite. Et parallèlement, vous savez, il y a un effet qu'on appelle l'albédo, c'est en fait quand vous avez des surfaces comme ça, claires, il y a une réfraction de la lumière, et quand elles sont sombres, elles absorbent la lumière. Et comme les surfaces dénudées font une réfraction dans l'atmosphère, réchauffent l'atmosphère.
Et l'atmosphère réchauffée, eh bien, il se passe un phénomène, c'est qu'il n'y a plus de condensation. Vous savez, la condensation, c'est entre le froid et le chaud. Donc, comme l'atmosphère est chaude, ben, les pluies se raréfient. Et nous tombons dans des sécheresses aiguës, épouvantables. Vous avez cette bande sahélienne dans laquelle j'ai travaillé, où vous avez le désert de sable qui avance, donc une désertification aiguë, et vous avez la forêt tropicale verte qui recule. Ce qui fait que la bande sahélienne de désertification n'arrête pas d'augmenter. Et vous voyez, ça, c'est des mécanismes, si vous voulez. On n'en parle jamais à l'ONU et tout ça. Alors qu'en fait, il faudrait une mobilisation générale pour que ces paysans qui représentent une main-d'œuvre, une énergie de travail, ben, soient éduqués à préserver leur milieu. C'est ce que nous avons tenté de faire pendant des années au Burkina Faso. J'ai écrit un ouvrage sur toute cette question-là que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule, que j'ai dédié aux femmes parce que j'ai admiré le courage des femmes. C'est absolument incroyable. L'énergie, ce sont des héroïnes de tous les jours. Et quand on vit dans ces milieux-là, on s'aperçoit combien elles sont puissantes finalement dans ce dévouement inconditionnel et qui aboutit finalement à maintenir un petit peu les équilibres. Et donc tout cela fait partie, disons, de ce qu'on a pu proposer comme alternative. Donc j'affirme que l'alternative existe et qu'on peut lutter contre la faim dans le monde et qu'on peut éradiquer la faim dans le monde. Ça, je suis absolument intransigeant là-dessus. C'est tout à fait possible. Seulement à la condition qu'on ait des stratégies qui évidemment soient raisonnées. Des stratégies qui impliquent la population. C'est-à-dire qu'on ne vient pas résoudre le problème des gens. On appuie les initiatives. Quand des gens ont des initiatives, on vient les appuyer. C'est pour cela qu'il nous faut des moyens pour les appuyer. Il y a des techniques que nous maîtrisons maintenant, etc. Et donc nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler notre participation à un changement de paradigme ou à un changement de société, et bien, procède de cette implication-là. C'est là-dedans que je me suis trouvé personnellement, et petit à petit, ben, de plus en plus, je me suis trouvé dans dire ben, le problème est toujours décalé. Il y a un problème urgent qu'on essaye de résoudre, mais aujourd'hui, ce n'est plus simplement le problème du Nord et du Sud, c'est un problème de la collectivité humaine face à son destin. Et cette collectivité humaine face à son destin doit aujourd'hui comprendre qu'on ne peut pas impunément lutter contre la nature, qu'on ne peut pas impunément détruire. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de constater plus ou moins, ça reste encore à vérifier, mais enfin, il y a des données quand même aujourd'hui incontestables, d'une grande évolution climatique, où les calottes glaciaires sont en train de, certains constatent qu'ils sont en train de fondre. Il y a aujourd'hui sur l'ensemble de la planète des constats qui confirment bien que le comportement humain induit en quelque sorte une modification très importante et loin d'être positive, au contraire négative. Donc c'est pour ça que l'heure est grave et que toutes ces sonnettes d'alarme qu'on a un petit peu partout dans le monde correspondent véritablement, sont inspirées par des constats qui aujourd'hui sont incontestables, par des savants, des gens honnêtes qui vous disent voilà comment les choses évoluent. Alors ça pose la question, oui d'accord, mais enfin une fois qu'on a constaté tout ça, que faire quoi? Le que faire aujourd'hui ne peut absolument pas être compatible avec notre modèle de société. Comment rendre compatible une humanité avide, inégalitaire évidemment, avec des gens absolument avides et qui continuent à percevoir la planète comme un gisement qu'il faut transformer en fric, et de l'autre côté, des gens peu nombreux qui, eux, disent « nous avons des enfants, nous avons une descendance, on ne peut quand même pas faire n'importe quoi parce que nous avons la responsabilité de cette descendance et que si nous ne continuons, nous rentrons on est en train de les génocider par anticipation. On les génocide par anticipation. Pourquoi? Parce qu'on leur rend la vie impossible par nos comportements. Donc ça pose un problème moral. Et c'est pour ça qu'il est difficile pour quelqu'un comme moi. Je dis, j'ai envie de donner ma démission, mais je ne sais pas à qui. On est pris dans sa conviction, dans cette
dans cette passion de dire je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. Je serais coupable de renoncer. Et surtout quand on a des solutions qu'on a mis à l'épreuve, qu'elles marchent, etc., on a envie que ces solutions soient évidemment développées. Nous en sommes là. Nous avons créé un certain nombre de structures qui correspondent, qui représentent en quelque sorte l'action que nous essayons de mener. Nous avons des structures qui interviennent au niveau international. Nous avons des structures qui enseignent en France à des gens qui veulent pas simplement cultiver leur jardin. Nous considérons que cultiver son jardin, c'est un acte politique. Soit c'est un acte politique et un acte de résistance. Nous avons lancé un mouvement qui s'appelle les femmes semencières, parce que la question de la semence pose quand même problème aujourd'hui. Si nous continuons comme ça, c'est que l'humanité va être affamée par manque de tout cela. Et nous sommes dans évidemment une critique radicale du système, mais avec l'avantage, c'est que nous ne faisons pas que critiquer le système, puisque nous offrons des solutions. Et si nous n'avions pas de solution, eh ben on se tairait, c'est tout. Parce que les considérations générales sur le monde qui ne va pas remplissent les bibliothèques. Plein de thèses, d'antithèses. Mais on ne peut pas faire que du diagnostic. À un certain moment, un bon médecin, il vous prescrit quelque chose. Il ne peut pas simplement constater. Et voilà. Donc aujourd'hui, les constats sont considérables, mais les réponses et les remèdes à ces dérives sont encore rares, enfin limités, voire combattus par la politique. Et c'est pour ça que, par exemple, l'écologie qui concerne tout le monde, absolument tout le monde, ne devrait même pas être un parti écologique, puisque tout le monde est concerné. Ça devrait être l'écologie, ça devrait être l'élément premier qui concerne absolument tout le monde. Et donc l'écologie, si nous étions avancés et intelligents, devrait faire partie des priorités des priorités. Au lieu de faire partie des priorités, elle est traitée comme un élément subsidiaire et non pas un élément essentiel et fondamental. Et j'ai des amis écologistes qui créent et qui essayent de passer par la politique pour donner une place à l'écologie, mais c'est anormal. Anormal, ça devrait, je leur suis reconnaissant. Sauf que certains de mes amis, je leur dis, écoutez, vous ne parlez que factuel. Vous ne parlez que factuel, mais vous ne parlez pas beauté de la vie. Vous ne parlez pas beauté de la nature. Jamais vous n'évoquez la beauté de la nature, le mystère de la nature. C'est pour ça que j'évoque souvent cette anecdote qui m'est arrivée réellement, où nous nous installons en Ardèche. Nous étions pauvres comme Job, pas d'argent, etc. Et l'hiver était quand même assez rigoureux, donc il faut se chauffer. Voilà. Et comme nous n'avions pas d'autres moyens, nous avions heureusement un peu de forêt. Et cette forêt, on allait prélever du bois pour le chauffer, en étant raisonnable, en essayant de faire une gestion écologique de cette forêt. Et c'était en 61, donc je me trouvais en difficulté parce que pour couper le bois, c'était quand même laborieux. Et je suis au marché de Joyeuse, attablé avec un ami au café, et à côté, il y avait des gens qui discutaient, et il y en a un qui disait à l'autre, je dois couper mon bois, je suis tout seul, c'est difficile, etc., etc. Inutile de vous dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je m'approche de ce monsieur, je lui dis, je suis dans le même cas. Moi aussi, j'ai des difficultés à couper mon bois parce que je suis tout seul. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer? Vous venez couper mon bois, je vais couper le vôtre. Je vous donne une semaine, vous me donnez une semaine. Et ok, le contrat est passé. Et je vais chez lui, je travaille une semaine chez lui, et il vient ensuite chez moi pour engager la semaine. Et dans ces jours, je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième ou le troisième jour, peu importe, on arrive à la fin du jour, coucher de soleil, magnifique. Un coucher de soleil coloré, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une splendeur. Sur ce panorama magnifique, alors j'ajoute qu'on a travaillé qu'à la main, parce que les tronçonneuses, je ne sais pas si ça existait, mais en tout cas, nous, ce n'était pas ça. Et sur ce panorama
magnifique sur ce paysage de fin de jour absolument extraordinaire avec toutes les couleurs, un soleil rouge et cerise sur le gâteau, sur cette espèce de fresque magnifique se découpait un arbre. C'était déjà l'hiver engagé, il était effeuillé, il n'avait plus de feuilles. Et on voyait comme cette broderie, vous voyez, ces branches dénudées qui venaient s'imprimer en quelque sorte sur ce paysage. Et ça ajoutait une beauté extraordinaire. Et puis j'étais là, c'était tellement beau que j'ai tout arrêté pour jouir de cette beauté-là. Et je suis silencieux, le soleil descend tout doucement. Et mon ami est en train de ranger les outils, etc. Au bout d'un moment, il me regarde, il est intrigué. Il dit mais qu'est-ce qui m'arrive, etc. Enfin, il s'approche de moi, je le prends par la main et je lui dis regarde. Il me dit il y a au moins 10 terres. Voilà. Et là, je me suis dit alors, vous voyez le choc. Déjà, vous imaginez le choc. Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous avons faim de beauté. Nos maisons n'ont pas d'âme, c'est des caisses à habiter, même si on enjolive, etc. Quelquefois, on voit une vieille maison avec des pierres, etc. Elle a une âme. Nous, aujourd'hui, on est dans le pratico-pratique, l'environnement général encombré de voitures, etc. Et donc, on est vraiment dans un état général qui n'est pas très exaltant et qui s'est tellement banalisé que finalement, on ne s'aperçoit même plus qu'autre chose peut être possible et que ça peut être autrement. Et le message que si je résumais mon message, c'est de dire on peut parfaitement faire autrement. Parfaitement. À la condition, évidemment, que nous rentrions dans un paradigme qui va évidemment remettre en question la croissance économique indéfinie comme étant une illusion. J'ai écrit un petit ouvrage, j'ai écrit d'autres ouvrages, mais enfin, si je spécifie un petit ouvrage que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Je pensais qu'il allait faire un flop, il se vend très bien. Je parle de la puissance de la modération. Pourquoi ? Parce que la modération est extrêmement puissante, alors que le toujours plus continue à n'offrir aucune satisfaction. Comment se fait-il qu'on soit dans une telle prospérité et, comme je le disais tout à l'heure, qu'on soit triste, consommateur d'anxiolytiques, dans une espèce de tristesse profonde intérieure? Je n'ai pas l'impression qu'il y a de la joie. Il y a évidemment du plaisir, de tout ce qu'on voudra, toute la machine à divertissement, les stars, les machins, les trucs. Mais est-ce qu'il y a véritablement une joie profonde de l'être qui est nourri par quelque chose qui en quelque sorte enchante son intériorité? Je dirais de moins en moins, ou pratiquement nul. Donc la grande question, sommes-nous sur cette terre comme dans un pénitencier, en attendant d'aller vers l'au-delà, ou sommes-nous sur terre pour construire quelque chose qui amène de la satisfaction? Ma thèse personnelle, c'est qu'on peut construire autre chose, absolument, mais à la condition, évidemment, de le comprendre, de le vouloir et d'y mettre ce qu'il faut pour que ça se fasse. Mais la nature, elle est malheureusement beaucoup dégradée, mais quand on dit « va détruire la planète », c'est une illusion. On ne détruira pas la planète. On se détruira nous-mêmes. Nous nous détruirons nous-mêmes, mais on ne détruira pas la planète. Parce que quand vous allez dans des pays, comme je vous ai parlé du Sahel, et que vous voyez simplement, on laisse tranquille la terre et elle se régénère. J'ai vu dans mon propre désert, à moi, où je suis né, où j'ai de l'oasis, où je voyais le sable à perte de vue, complètement stérile. Une année, il y a eu une pluie exceptionnelle. Le désert a reverdi. C'est quand même incroyable. Reverdi. Évidemment, c'était très éphémère parce que le rayonnement solaire étant très très puissant, ces plantes qui ont poussé, évidemment, elles ont été confrontées immédiatement à des températures très élevées, elles ont disparu. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement,
ben, finalement, la vie, elle est encore extrêmement puissante, mais l'être humain se fragilise de plus en plus. Je ne sais pas si je l'ai dit parce que je radote parfois. J'ai eu il n'y a pas longtemps une journaliste qui est venue faire une enquête sur l'eau, et je lui dis, Madame, je suis de l'eau. Donc je ne parle pas de l'eau, je suis de l'eau. Si on me dessèche, évidemment, il ne restera pas grand-chose, mais enfin, il y a quand même de la flotte. Voilà. On est fait d'eau, on est fait de matière terrestre, on est fait de matière minérale avec notre squelette. Donc la nature n'est pas la nature et moi, et ça a été une erreur. Et ça, je pense que les antériorités, disons, en particulier bibliques, peut-être mal interprétées, à considérer l'être humain comme la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes tels de séparation d'avec les fondements de la vie, et en même temps, ben, y a des problématiques. Quand on m'a poussé à me présenter en 2002 aux élections présidentielles, ensuite c'est Obama qui a pris la suite, mais enfin aux États-Unis, je sais pas. Et moi, me présenter aux élections présidentielles, mais pourquoi? Je n'ai pas d'ambition politique. Et à un certain moment, je me suis dit, bah oui, en réfléchissant, suite à des insomnies, et toujours le harcèlement, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, j'ai fini par dire, ben voilà, si j'y vais, ce sera sous la forme d'un forum civique, c'est-à-dire comment, finalement, donner la parole à la société civile, parce que la société civile est devenue un grand laboratoire où s'expérimentent énormément de choses pour le futur, beaucoup. Et je rencontre beaucoup de gens qui expérimentent sur tout, l'agriculture, la médecine, l'éducation, etc. Et on a donc fini par mettre un 4 pages qui était en fait notre programme, et notre programme n'avait absolument rien à voir avec ce que propose le politique. Moi, je ne juge pas les politiques parce que je ne suis pas dans leur cœur ni dans leur âme, mais en tout cas, la politique telle qu'elle est appliquée, elle n'est absolument pas, non seulement elle n'est pas en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui, mais elle a un caractère aggravant par rapport à ce qu'il faudrait faire, à l'évolution qui sera nécessaire aujourd'hui. Notre programme, c'était le féminin au cœur du changement. Pourquoi subordination des femmes? L'éducation non compétitive, parce que l'éducation compétitive instaure dès tout petit dans l'enfant une espèce d'angoisse de l'échec. Et cette compétitivité, évidemment, rentre en ligne de compte dans cette forme d'angoisse. Bien sûr, l'agriculture, comment soigner la terre, en vivre et en prendre soin. Les utopies, vous savez que l'histoire n'aurait jamais évolué sans des utopistes. Alors, ce que j'entends par l'utopie, c'est quand on transgresse des règles absolues qui vous disent la vérité c'est celle-là et il n'y en a pas d'autre. Et vous, vous sentez que autre chose est possible. Et vous tentez cette autre chose qui est possible, eh bien vous avez ce qu'on appelle des utopistes. Et ces utopistes font évoluer l'histoire. Et puis, vous avez bien entendu tout ce qui concerne le rapport à la nature, d'une façon générale, qui est extrêmement aujourd'hui crucial et indispensable, et c'était ça notre programme. Alors on est parti en campagne, tard, et on s'est dit, il y aura peut-être un ou deux maires qui vont nous donner, en état d'ébriété, qui vont signer notre truc. Et puis finalement, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on atteignait les 200 signatures. Voilà. On a dit, c'est quand même pas ridicule. On remplissait les salles en faisant notre campagne, il y avait des tas de gens, et on avait donc créé ce forum civique qui permettait enfin à la société civile d'exprimer son désir, de mettre en avant sa créativité et de cette idée de laboratoire social. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et du coup, voilà, l'avenir, depuis, ça n'a fait que croître et embellir, puisqu'il y a une défaillance du système, et par contre, la société civile augmente ses capacités de réponse à son destin, et c'est là-dedans que nous sommes. Voilà. Et évidemment, en partant et on a donc
des documents qui spécifient quelles sont nos actions. Nous ne nous contentons pas d'un constat, mais nous allons plus loin que le constat pour des propositions extrêmement concrètes, en particulier priorité à la survie alimentaire par l'agriculture écologique, et pas seulement. Donc nous nous sommes équipés de moyens pour pouvoir, et structure, et nous essayons d'augmenter nos moyens financiers pour aller encore plus large dans la proposition. En tout cas, la proposition est validée par l'opinion, et nous en sommes là. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Peut-être qu'on peut instaurer, je ne sais pas si ça a été prévu, des questions. Voilà, des questions-réponses, parce que, évidemment, je ne peux pas être exhaustif. Et puis, je suis tellement bavard que je pourrais outrepasser mes droits. Et donc, je vous remercie d'avoir été attentif. Merci beaucoup. Messieurs, dames, excusez-moi, juste une petite information. Avant de poser votre question, j'attendrai que vous ayez bien pris le micro pour poser la question afin que tout le monde, y compris les gens qui sont dans le restaurant, puisse arriver à suivre. Merci. Ma question était la suivante. Vous nous avez précisé être allé au Burkina Faso et dans d'autres pays d'Afrique, je pense. Est-ce que vous avez reçu un accueil favorable de la part des autorités locales? Et est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les résultats que vous avez pu voir auprès des agriculteurs? Burkina Faso, je m'y suis engagé en 1904. Burkina Faso, je me suis engagé en 81, évidemment, suite à une expérience que nous avions réalisée dans notre ferme. Je me suis affilié à une organisation française qui s'appelait AFDI, Agriculture française et développement international. Il y avait une filière, enfin un sous-groupe qui s'appelait le CRIAD, Centre de Relations Internationales entre Agriculteurs pour le Développement, qui était en coopération avec le Burkina Faso. Et c'est par eux que j'ai été amené à m'impliquer au Burkina Faso en 1981. Dans un premier temps, évidemment, cette implication avait été étudiée auparavant. Et j'ai commencé à donner des formations, des formations de formateurs, des formateurs qui étaient formés, en même temps que des interventions auprès des paysans de base, c'est-à-dire les paysans vraiment, les cultivateurs de base, illettrés, mais qu'on traduisait. Et la proposition les a beaucoup satisfaits, et c'est comme ça que je me suis trouvé engagé. Au bout d'un moment, cet engagement que je faisais évidemment l'hiver, quand la ferme ne nécessitait pas une présence aussi forte qu'au printemps et en été. Michel, ma compagne, plus les enfants, plus les stagiaires, assuraient en quelque sorte le quotidien, et ça me permettait de partir au Burkina Faso pour enseigner. Donc j'ai enseigné petit à petit, les paysans ont adhéré, et je suis arrivé, disons, à un taux de conviction de la part des gens, des paysans, suite à des expérimentations, et il aurait été nécessaire que je sois présent davantage, et ce n'était pas possible. Quand arrive un peu la réponse, c'est la rencontre avec, j'en témoigne d'ailleurs, et même mon ami Freund en témoigne. Il se trouve que le Burkina Faso était desservi par une compagnie qui s'appelait le Point Mulhouse. Peut-être certains en entendent parler. Le Point Mulhouse, c'était une compagnie aérienne qui était en même temps une association et qui était dans une démarche humanitaire pour essayer de désenclaver les pays trop pauvres pour avoir une compagnie aérienne solide. Et cette implication du Point Mulhouse s'est faite au Burkina Faso. Et
l'association compagnie aérienne proposait des billets d'avion très peu chers, accessibles au maximum d'Africains. Alors il y avait non seulement les Burkinabés qui pouvaient aller voir leur famille, mais tous les gens de la sous-région qui atterrissaient à Ouagadougou et ensuite se dispersaient ou se dispatchaient sur les pays de la sous-région. Et des Européens qui finalement disaient mais à ce tarif-là, moi je vais faire un tour au Burkina Faso parce que c'est peu cher. Seulement il est arrivé une impasse, c'est que le point transportait beaucoup de monde et beaucoup d'Européens, mais le pays se plaignait de n'avoir pas les infrastructures pour accueillir tout d'un coup ce monde. Alors ils partent sur l'idée de créer ce qu'on appelle des campements hôteliers destinés à recevoir ce surplus ou ce flux de touristes. Parmi les structures qu'ils créent, ils regardent la carte du pays, ils veulent en créer 5, et puis ils commencent par la zone du nord, c'est-à-dire la zone sahélienne, dans un pays qui s'appelle Gorom Gorom. Et ils installent donc un premier campement hôtelier, et puis quand vous alliez voyager, vous vouliez aller à Gorom Gorom, ben vous preniez l'avion à Marseille ou à Paris, vous arrivez à Ouagadougou, et de Ouagadougou, ben vous prenez un taxi brousse où vous avez, voilà, et pour accéder au campement hôtelier de Gorom Gorom, il fallait à peu près 9 heures pour couvrir 350 km. Donc c'était complètement isolé. Voilà. Alors que si vous aviez un 4x4, c'est très bien. Il y avait des véhicules et un petit avion, si vous aviez la chance de le prendre. Mais cet avion a été baptisé Air Peut-être, vous voyez, par les Africains. Donc ce Air Peut-être, si vous aviez la chance de monter dans Air Peut-être, c'était un privilège formidable. Autrement, ben, vous aviez du tape-cul jusqu'à Gorom, c'est-à-dire à peu près 9 heures pour faire 350 km. Donc ce lieu complètement isolé accueille du public pour, sous-entendu, drainer des ressources dans cette zone difficile, mais il est traité un peu comme Club Med. Et un jour, ben, le PDG, le responsable, va passer le réveillon de Noël dans ce campement isolé. Et qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit des Européens qui se régalent de foie gras, de CET, au milieu d'une population qui, elle, crevait de faim. Donc, les journaux s'emparent de ça, et bon, alors qu'ils étaient positifs avec le point, ben, ils deviennent totalement négatifs. C'est le lynchage médiatique. Comment, là-bas, les gens vont s'amuser au milieu de populations qui meurent de faim, etc. Le PDG Maurice ben, fait une déprime et dit il faut qu'on rase tout, on n'a pas existé. Voilà. Puis les autres le retenaient par là. Ah, quand même, ça nous a coûté cher. C'est vrai que c'est une très belle architecture. Et Zorro est arrivé. Il y a Rabi. Vous voyez, Rabi, ça fait 3 ans qu'il travaille, il a l'estime des gens, pourquoi ne pas lui demander son avis? Donc ils arrivent chez moi, et puis ils me disent, voilà, nous avons cette patate chaude, qu'est-ce qu'on en fait? Je dis, oui, mais c'est une énorme erreur d'avoir engagé les choses de cette façon-là. Par contre, moi, je suis confronté à quoi? Au fait qu'il y a une demande très importante de formation, et que moi, je ne peux pas abandonner ma ferme. Donc je suis dans l'impasse. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ben, je leur dis, on maintient et on remet en route le campement hôtelier en tant que lieu d'accueil hôtelier, et on rajoute à cette structure une structure de formation des paysans, de façon à ce que quand les gens viennent en touriste, l'argent dégagé, comme vous n'attendez pas de retour de ça, eh bien, il servira à former les paysans. Et c'est comme ça qu'on a créé le campement hôtelier associé à la structure de formation des paysans à Gorom Gorom. Et la formation du lieu en lieu aride, donc on a choisi plutôt les lieux arides pour que la démonstration soit encore plus pertinente. Si nous étions allés sur des terres fertiles, la démonstration n'aurait pas eu cette pertinence. Et dans ces zones arides, eh bien, nous avons démontré qu'avec des méthodes particulières, qui sont lutte contre l'érosion, les diguettes,
enfin, les micro-barrages, enfin toutes les techniques de lutte contre l'érosion des sols et pour la gestion de l'eau pluviale, parce que quand l'eau tombe du ciel, ben, il ne faut pas qu'elle soit perdue. Si elle tombe pour ruisseler et s'en aller, ben, elle emporte la terre et on perd à la fois l'eau et la terre. Donc les techniques qu'on a mises en place, c'est des techniques qui, quand l'eau tombe, ben, elle est retenue, il y a des micro-barrages qui la maintiennent, elle s'infiltre dans le sol et ainsi on alimente les nappes phréatiques et les choses poussent. Voilà ce qu'on a fait là-bas. Et au bout d'un moment, donc les villageois envoyés dans toute la région, les villageois déléguaient un des leurs pour venir apprendre à Gorom Gorom les techniques d'agroécologie, à charge pour lui, au retour au village, de diffuser. Et c'est comme ça qu'on a mis en place tout ce réseau, disons, de formation. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, donc les paysans sont libérés des engrais, des pesticides de synthèse, parce qu'il y a des substances végétales jouent totalement ce rôle. Et petit à petit, grande satisfaction, en particulier du gouvernement, de Thomas Sankara, qui était le président, qui me convoque en disant il faut absolument que vos méthodes et ce que vous nous avez apporté, les paysans sont satisfaits, ça ne nous coûte pas cher parce qu'on ne se ruine pas en engrais et en pesticides de synthèse, eh bien ça doit devenir une méthode nationale. Et donc je suis reparti, il voulait faire de moi une sorte de ministre, je ne sais pas quoi, pour engager ces choses. Et puis je suis rentré vraiment dans une joie absolument incroyable qu'un président me mandate pour cela. J'y croyais à peine. Donc je rentre à la maison et je me mets au travail pour dire voilà le plan que je vais proposer au président, un plan sur court, moyen, long terme, et puis une réforme globale et graduelle de tout le système agronomique du pays. Et quand Sankara a été assassiné, comme vous le savez. Donc on en est resté là, Sankara disparu, la relève politique n'a pas été assurée, et du coup je me suis retiré, parce que de toute façon, étant ami de Sankara, j'étais peut-être pas le bienvenu, enfin, etc. Voilà ce qu'on a fait, si vous voulez. Je ne sais pas, j'ai été long pour vous répondre, mais il était nécessaire de remettre les choses dans le contexte réel. Alors, aujourd'hui, j'affirme que ces méthodes-là, bien appliquées, fonctionnent, libèrent les paysans, améliorent les sols et finalement le patrimoine, redonnent. Le livre que j'ai écrit, je vous invite à le lire si vous voulez, que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule, pour expliquer évidemment l'aspect non seulement technique, mais anthropologique, parce qu'on a affaire à des êtres humains qui ont leur façon de concevoir la vie. On ne peut pas leur imposer notre façon à nous de concevoir la vie. Ils sont dans un contexte qui est le leur, dans leur culture, etc. Donc on n'a pas à bouleverser leur système culturel. Et ce livre, je l'ai présenté, mon éditeur l'a présenté au ministère de l'Agriculture français, qui l'a primé. Il lui a donné un premier prix, et donc cette attestation, disons, du ministère est quand même une caution très importante. Et j'affirme qu'aujourd'hui, il n'y a pas de salut sans l'agroécologie. C'est dans cette approche de coopération avec la vie, coopérer avec la vie, c'est la seule chose qui, au nord comme au sud, fera que le genre humain puisse survivre. Si on est tout le temps à aller à l'encontre des lois fondamentales de la vie, on se détruira. Donc vous avez entendu qu'aujourd'hui l'agroécologie est invoquée même par les institutions internationales, ne parlent plus que d'agroécologie, mais il faut savoir aussi que tout ça pour nous est lié à une éthique. Ce que je dis aux gens, il faut faire attention de ne pas croire que parce qu'on a des alternatives, on est en train de changer le monde. On peut parfaitement manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Donc attention de ne pas croire que parce que nous avons des alternatives, nous sommes en train de changer le monde. Le monde ne peut changer que si l'être humain lui-même change. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes ces méthodes sont récupérées. Il y a des gens qui m'ont relaté que McDonald's parle de l'agriculture bio, des produits bio.
Donc les dérives et les récupérations sont en train de se faire. Attention de ne pas tomber dans l'illusion selon laquelle changer les alternatives techniques peuvent modifier la société sans que l'on prenne l'être humain, qui est, lui, le déterminant de tout, ne puisse entrer en progression et en changement. Voilà. C'est mon credo absolu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je voulais préciser pour les personnes que ça intéresse qu'à 40 minutes d'Alès environ, il y a une association qui s'appelle Terre et Humanisme qui a été fondée il y a 20 ans et qui s'appelait à ce moment-là les Amis de Pierre Rabhi. C'est un centre de formation en agroécologie qui accueille du public pour des formations. Il y a des plaquettes là-haut, on a un stand. On accueille également des bénévoles, 1 ou 2 semaines au choix. Ça vous permet d'approcher la terre, même si vous n'y avez jamais touché, c'est pas grave. Justement, on est là pour ça. On accueille également des gens pour des visites gratuites et accompagnées tous les lundis à 10h. Donc c'est encore valable jusqu'à fin octobre, profitez-en. Par ailleurs, il y a un petit centre de documentation et les jardins sont ouverts tout le temps, donc vous pouvez venir, y compris le week-end, même si nous, l'équipe salariée, on n'est pas tout le temps là. Et enfin, le 4 octobre prochain, donc bientôt, là, dans 10 jours, samedi, on fête donc les 20 ans de l'assaut. Et à partir de 10h du matin, on vous accueille. Venez avec le pique-nique, midi et soir. Vous pourrez rencontrer l'équipe de Terre et Humanisme, y compris l'équipe de la Solidarité internationale, avoir des infos sur le bénévolat, les formations, etc. Une rencontre avec Pierre Rabhi l'après-midi aussi, et puis le soir, une grosse fête. Voilà, vous êtes tous bienvenus, merci. Alors, on va prendre une dernière question. Et puis je vous propose après, effectivement, il y aura peut-être encore quelques dédicaces, mais très peu, parce qu'il faut penser à protéger aussi Pierre Rabhi, qui quand même œuvre depuis un certain nombre d'heures depuis aujourd'hui. Donc, je vous propose vraiment, de toute manière, on arrêtera aux alentours de 10h30 pour que M. Rabhi puisse se reposer. Je vous remercie à tous. Bonsoir Pierre Rabhi. Ici. Je voulais vous poser une question. Depuis 2 ans à peu près, la France est un des rares pays d'Europe et peut-être du monde, je pense, à avoir une croissance zéro. Est-ce que cela signifie qu'on est en train de devenir intelligent ? Non, moi je pense que le politique, enfin je ne dis pas, les politiques n'aspirent qu'à la croissance, hein, n'aspirent pas à autre chose, puisqu'ils considèrent que c'est avec la croissance qu'on peut tout résoudre, la chose. Moi, je ne pense pas que ce soit une volonté politique. Hein. La politique, au contraire, invoque la croissance. C'est un état de fait. C'est un état de fait. La société, aujourd'hui, est dans une forme de déclin qui est en fait où on intervient pour limiter les dégâts par des interventionnismes sociaux, de soutien, d'aide, etc. Mais la difficulté, c'est de savoir... Vous savez que même l'agriculture est subventionnée en Europe et partout. Donc, ce qui veut dire qu'on maintient un peu artificiellement les choses. Et l'argent dont on dispose, on essaye de l'utiliser pour pallier aux difficultés, aux défaillances qui se présentent. Et que, à mon avis, c'est très dangereux parce qu'il ne me paraît pas possible qu'on puisse encore très longtemps maintenir ce système qui, à la fois, exclut produit de chômage et en même temps produit des choses à vendre de gens qui ne peuvent pas les acheter. On est dans le quiproquo le plus total. Donc, ce qui fait qu'il faut, au contraire, aujourd'hui se préparer. Et c'est pour ça que la société civile est intéressante. Se préparer effectivement à une forme
développement de l'autonomie, développement des capacités des citoyens à répondre le plus possible à leurs besoins, mais ça ne pourra pas se faire dans la logique actuelle, qui est la croissance indéfinie. Par contre, ça peut se faire parfaitement dans ce que moi j'appelle la sobriété heureuse ou la puissance de la modération. C'est-à-dire nous libérer de toute façon, quand on fait une évaluation de la production des pays, on se rend compte qu'il y a au moins 40% de déchets, c'est-à-dire les déchets, des choses que nous fabriquons pour les jeter. Donc c'est absolument absurde que de fabriquer des déchets. Donc il faut qu'on revienne justement à cet alignement sur les vrais besoins, les besoins essentiels. Et si on s'aligne sur les besoins essentiels, eh bien, je pense qu'on a des chances de nous sortir de ce mauvais pas et de cette impasse. Si on pense que le modèle, il ne faut rien changer à la logique et l'entretien à tout prix, nous allons vers une impasse grave, voire vers un chaos général, parce que quand on examine un peu les différentes évolutions possibles et les hypothèses que l'on peut mettre en avant, il est certain qu'on ne pourra pas tenir sur le modèle actuel, d'autant plus que ce modèle, la défaillance du modèle ne concerne pas seulement que la France, puisqu'il est planétaire, et que de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les pays émergents, qui, eux, sont encore dans le registre de la frugalité, extrêmement importante, et qui, en même temps, rentrent dans le marché international. Donc, ce n'est pas possible, à mon avis, de tenir tout ça. Et c'est pour ça qu'une réorganisation de notre système du vivre ensemble sur cette comment dire, sobriété me paraît absolument incontournable. Et au contraire, libérateur. Et on voit les expériences qui sont faites ici ou là, où finalement, quand on va vers l'essentiel, ce qui est essentiel, et qu'on élimine de plus en plus le superflu, on peut s'en sortir. Mais si on veut en même temps entretenir le superflu, ça ne marchera pas. Dans la culture, disons, occidentale, elle est basée sur le toujours plus indéfini. C'est assez curieux qu'il n'y ait pas de satisfaction. Vous voyez, chez nous, quand les gens se rencontrent, ils se saluent. Moi, si je salue quelqu'un à Paris, il me regarde avec des yeux en disant « qu'est-ce qu'il me veut ?» Une fois, j'ai même cédé ma place à une vieille dame et elle m'a engueulé. Je n'ai vraiment pas compris. Ensuite, j'ai analysé, je me suis dit « mais ma maman m'a toujours dit « c'est ta place à la vieille personne, quoi ». Et puis après, j'ai analysé et je me suis dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, je pense qu'elle a été vexée que je la vois comme une vieille dame. C'est peut-être ça. Ça l'a vexée. Comment il voit. Vous voyez les quiproquos qu'il y a dans tout cela, eh bien, ça amène finalement à dire une autre logique humaine, conviviale, une autre logique, je lâche le mot, quoi, d'amour. Et la seule qui est capable, dans le contexte actuel, de nous tirer d'affaire, mais à la condition d'accepter, évidemment. Je disais tout à l'heure, dans nos cultures, quand on rencontre quelqu'un, on le salue, et il vous dit quoi? Vous dites bonjour, et il vous dit Alhamdulillah. Ben, Alhamdulillah, ça veut dire je suis satisfait, grâce à Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, personne ne vous dit ça, parce qu'il y a une culture, en quelque sorte, du manque et de la tragédie. On a introduit beaucoup de tragédie dans nos modes d'existence et pas assez de joie. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais faire dire des bêtises. Donc avant que ça soit, voilà. Merci. Merci.
Merci, Monsieur Rabi. Merci à tous d'être venus partager ce moment avec nous. Avant que nous nous quittions, je voudrais vous signaler la prochaine soirée culturelle que nous vous proposons. Ce sera le vendredi 28 novembre et nous recevrons Frédéric Lenoir, qui est philosophe et historien des religions. Bonne soirée. Alors les impasses, ça peut soit finir sur un chaos généralisé, et c'est tout à fait possible, parce qu'il y a une espèce de cocotte-minute d'incertitude, d'inquiétude qui mine les âmes et les consciences. Et ça, moi, je suis persuadé qu'une seule ville exploserait, toute la France explose. Si nous continuons à nous accrocher à ce modèle de société, c'est le dépôt de bilan planétaire. Parce que les Chinois, tous les pays émergents veulent vivre à la moderne. Et où va-t-on prendre les ressources pour des milliards d'individus? Où trouver les ressources pour que tout le monde ait un frigo, une voiture, de l'électricité? C'est totalement impossible, c'est totalement irréaliste. Donc il y a aujourd'hui à repenser la vie sur un mode qui soit à la fois sobre et puissant. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup à la puissance de la sobriété, je ne crois pas à la puissance de la complexité ou des comptes en banque ou des banques qui explosent. Enfin je veux dire, c'est pas ça. La vraie puissance, elle n'est pas là. La vraie puissance, elle est dans la capacité d'une communauté humaine à se contenter de peu, mais à produire de la joie. Parce que nous sommes dans une société où on déborde de tout et on est le pays, l'un des pays consommateurs d'anxiolytiques, de tout ce qu'on veut pour réparer finalement les dégâts que produisent la société de la matière. La société, au lieu d'être structurée sur un schéma